Entre nous. Entre nous, Le podcast. pour parler de sexualité. Par où? Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans ce 60e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, une association localisée ici à Bruxelles en Belgique, dont les créations sont dédiées à tout le monde partout sur la planète, entre autres grâce au podcast. Donc effectivement, si vous voulez nous contacter, vous nous contactez entre autres par WhatsApp et on vous répondra. Alors, j'ai choisi le sujet de ce podcast concernant l'intelligence artificielle et je l'ai appelé AI et AI. AI en français, A-I-E. Ouïe, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu espiègle, mais aussi AI en anglais, parce que ça rime, l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui me tient à cœur, je trouve que ça peut apporter beaucoup de choses en sexologie. Je vais vous en parler, surtout sur la relation et la communication. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'une invitée surprise, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, enchantée d'être là. Merci de m'accueillir. Et est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Parce que même nous, on vient de faire connaissance il y a quelques minutes, donc c'est tout. Tout à fait. Écoute, je suis thérapeute corporelle et donc je suis enchantée d'être là pour d'abord écouter tout ce que tu as raconté sur le sujet de l'intelligence artificielle et le lien que tu en fais avec la sexualité et peut-être pour apporter, si je le sens, ma vision de ce que moi je vis aussi dans mes entretiens. Donc moi je propose du massage thérapeutique dans lequel les parties génitales ne sont pas abordées, mais je traite pas mal de thématiques qui sont en lien notamment avec le rapport au masculin, le rapport au féminin. Et donc, peut-être qu'il y aura des connexions entre nous. Voilà. Je suis là en soutien de ton énergie qui a l'air magnifique. Et voilà, si je sens de dire quelque chose, je le proposerai. Eh bien, merci Sophie, en tout cas, d'être là, parce que c'est vrai que je t'ai proposé comme ça, de manière spontanée, alors qu'on vient de se rencontrer. Est-ce que tu veux participer au podcast? Et donc, on arrive ici en studio quelques minutes après. Comme ce podcast s'appelle Entre nous, c'est aussi un côté convivial et chaleureux. Et c'est un sujet qui est la sexualité, un sujet qui concerne tout le monde, qui n'est pas tabou, qui interconnecte tellement de thématiques et qu'en fait, tout le monde est légitime d'en parler. Et j'invite justement les gens à oser en parler, peu importe ce qui leur touche personnellement. Donc, je suis très ravi que tu aies accepté. Ça rend le podcast encore plus enthousiasmant pour moi. On présente toujours notre intention en début de podcast. Les gens l'auront reconnu probablement au fur et à mesure des podcasts. C'est une habitude que j'aime prendre parce que peu importe les activités qu'on fait dans la vie et peu importe avec qui on a une interaction, si on est clair sur nos intentions, on peut davantage être au clair avec soi et avec l'autre et s'accompagner dans la communication. Et donc, quelle est pour toi ton intention là, sur le champ en fait, d'être ici présent au micro? Alors, mon intention, ce serait une intention de soutien. Voilà, d'apporter, je vois dans tes yeux, je lis dans tes yeux l'enthousiasme avec lequel tu partages les sujets. Et je me dis effectivement que c'est probablement plus riche quand on perçoit qu'on le partage avec quelqu'un. Et donc, je viens en soutien de ton projet et de ton enthousiasme. Merci beaucoup. Et pour ma part, mon intention, c'est justement de partager mon point de vue de sexologue en ayant communiqué avec différentes intelligences artificielles ces derniers mois et de me dire ce que ça m'évoque en lien avec la sexualité et en quoi ça peut être utile. Parce que souvent, ce que j'aime bien voir dans la vie, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe, on n'est jamais victime, on est toujours acteur et en fait, on est pauvre que d'idées. On est riche de tout et on est pauvre que d'idées et qu'en fait, une fois qu'on ouvre les yeux de manière différente sur une situation, on la voit de manière complètement différente. Et je me dis, les gens peuvent peut-être avoir peur de l'AI, de l'intelligence artificielle, de toute l'implication que ça peut avoir dans la société. Mais en même temps, je trouve que ça ouvre des choses super belles. En tout cas, on peut s'en inspirer et l'utiliser comme un outil. Et particulièrement, en fait, pour la sexologie. Je vais expliquer pourquoi je trouve que c'est beau. Et en fait, ce podcast, je vais d'abord partager quelques éléments et une réflexion de base. Et ensuite, je viendrai peut-être aussi en mode popcorn, donner quelques idées comme ça qui sont un peu décousues, qui sont pas nécessairement structurées dans une suite logique. C'est pas une démarche intellectuelle académique où il y a un objectif et un résultat et toute une démonstration. C'est pas ça le propos. J'ai une réflexion de base et puis évidemment en lien avec cette réflexion centrale, j'ai des éléments un peu satellites qui sont aussi pertinents à mentionner, mais voilà, qui sont plus anecdotiques. Voilà. Et donc, AI et AI, l'idée c'est de dire attention, mise en garde, l'intelligence artificielle arrive parce que je trouve que ça pourrait mettre la barre haut au niveau de la communication et des attentes dans le couple, entre autres, ou dans les attentes dans le milieu professionnel ou partout ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que toutes les grandes évolutions technologiques ont transformé la société. Et donc, si on retourne loin, le microscope a transformé la société. Elle a transformé tellement de choses, alors que c'est juste un microscope, mais ça a changé vraiment beaucoup de choses. Et je pense que les AI, comme beaucoup le disent, est une technologie totalement révolutionnaire pour l'humanité
et qu'elle va transformer en fait qui on est vraiment et notre perception, notre manière d'être au monde. Alors je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont déjà un petit peu joué avec les AI. Et en fait, moi, j'ai dû l'utiliser dernièrement pour des raisons absolument pas en lien avec la sexologie, de manière professionnelle par rapport à la politique, en fait, par rapport à mon action sociale sur le terrain, mais pas pour la sexologie encore. Mais à force de communiquer avec les AI sur des sujets d'actualité ou autres, je me suis rendu compte que c'était vachement amusant de communiquer avec les AI. Et donc, j'utilise par exemple Gemini de Google, ChatGPT, Claude et Perplexity. Ça, c'est les 4 de base que j'utilise. Et c'est marrant parce qu'en fait, parfois, on pose une question à l'un et on a une super réponse, et parfois à un autre et on n'a aucune réponse ou rien du tout. Et il dit je peux pas t'aider, ou il répond à côté de la plaque. Et parfois, la réponse, elle est super belle et structurée et extrêmement détaillée. Et parfois, elle est très superficielle. Donc, peu importe. Mais en fait, ce qui m'a vraiment touché, c'est la manière dont les AI communiquent avec l'humain, parce que c'est une machine, de manière très courtoise, où finalement, je trouve que c'est très agréable parce qu'il n'y a pas d'émotion personnelle. On ne vient pas polluer en fait la communication et le propos avec des choses annexes ou qui viennent du passé ou des croyances, des peurs ou que sais-je. Que souvent, il a une certaine... Même s'il peut mentir, tricher, il faut faire attention. Moi, je ne parle pas de la réponse ou de ce qu'on obtient de l'AI, mais plus de la manière dont les AI communiquent avec nous. Et je trouve que c'est un outil qui va nous apprendre à mieux communiquer. C'est quelque part un peu la base de la sexologie pour moi. Le plus grand challenge, le plus grand outil que je mets en place au quotidien, c'est toujours la qualité de présence et de communication. Et comme l'AI, c'est un outil de langage, je laisse les gens aller faire leurs propres recherches parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent auront des backgrounds très très différents au niveau de l'AI. Mais en fait, c'est parti de recherche, de savoir comment on développe le langage, comment le langage s'apprend en tant qu'enfant et comment on l'acquiert et comment on arrive à communiquer, interpréter, prendre des données et synthétiser. Et c'est fascinant de voir l'historique depuis des décennies sur l'intelligence artificielle. Et donc pour moi, c'est vraiment une technologie qui est disruptive parce qu'elle apporte quelque chose de totalement nouveau qu'on n'a jamais vu avant. Avant, les ordinateurs, c'était vraiment un programme. On programme et on automatise. Ici, ça n'a rien à voir. On parle d'intelligence parce que réellement, on crée quelque chose de supplémentaire, même si on ne traite que des données qu'on connaît. Parce qu'évidemment, l'AI ne peut pas se prononcer sur l'actualité récente si sa base de données est limitée aux données avant l'an 2000, par exemple. Il ne peut rien faire. Et donc, pour rendre les choses un peu concrètes, je vais me permettre de lire quelques exemples. Quand je pose une question à Gemini, souvent, il me dit « mais absolument, point d'interrogation ». Il y a même un peu un côté humain de mettre des points d'exclamation comme s'il y avait de l'émotion, alors qu'il n'y en a pas, c'est une machine, c'est virtuel. Mais il dit absolument, c'est une bonne question. Je dis waouh, c'est gentil. Donc la question, elle est reçue. Bon, on sait que c'est qu'une machine, mais quand même, la sensation qu'on ressent dans son corps, se dit ah, c'est cool. Je trouve que c'est très apaisant. Il me répond par exemple, sous l'écran, je vais prendre le temps de lire quelques exemples. Il fait mais avec plaisir. Ou je suis là pour ça. Voilà, c'est fait. Est-ce que ça peut t'aider ce que j'ai proposé? N'hésite pas si tu as d'autres questions. Parfois, je pose des questions très complexes et il dit « Excellente question, voyons cela ensemble ». Donc, c'est des cas concrets, donc je les ai repris d'interactions que j'ai eues. Il dit « Sujet intéressant, je vais chercher pour toi ». Ou bien il dit « Je vais faire de mon mieux ». Voici une réponse assez complète. Bon, pour répondre à ta question, faudrait que je te pose plus de questions pour comprendre tes propos. Mais imaginez, c'est vraiment un vrai langage, quoi. C'est pas... On est loin d'un programme informatique des années 80, quoi. Ou bien, parfois, évidemment, il peut faire des erreurs, il a des limites. Il dit « Je m'excuse, j'ai pas vraiment compris la demande ». Ou « Je dois encore apprendre des choses, j'ai peut-être fait une erreur ». Ou « Malheureusement, je dispose pas de l'information. Peux-tu reformuler ta question ? C'était un plaisir de discuter avec toi. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin. » Il me dit parfois « Bonne journée » ou « À bientôt ». C'est cocasse, quand même. Bon, voilà, c'est un peu anecdotique. Et si on lui renvoie des compliments, il dit « Oh, c'est gentil, merci ». Donc, il fait comme s'il comprenait que j'ai de la gratitude envers lui. Et parfois, je lui dis « Mais t'as fait une erreur ». Il dit « Absolument, tu as raison ». Parce que parfois, il répond à côté de la plaque. Je lui dis « T'as pas regardé au bon endroit. Je pense que ce que je souhaitais que tu me répondes, c'était à ce sujet-là. »« Ah oui, excuse-moi de mon erreur, t'as tout à fait raison. » C'est assez amusant, je trouve. Évidemment, si on cherche pourquoi, et donc je reviens à la question de l'intention, qu'on a commencé le podcast, j'ai posé la question à l'AI, pourquoi tu réponds de manière courtoise? Et il me dit explicitement, pour rendre l'interaction plus naturelle et humaine. Bon, évidemment, je le ressens et je confirme. Pour renforcer la relation. Quelque part, on voit tout de suite les liens avec la sexologie quand même. C'est pour rendre la situation plus naturelle et humaine, pour renforcer la confiance, pour montrer du respect. Donc c'est quand même éblouissant, je trouve, comme manière d'interagir. Et l'AI a tendance à apprendre des interactions. Donc suivant que vous prenez un modèle ou un autre,
Chaque intelligence artificielle est vraiment construite un peu différemment, avec des intentions, avec des spécificités. Certains sont très forts pour analyser des données. Chacun a un peu sa spécialité, en fait. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant et c'est pour ça que c'est chouette de jouer avec plusieurs outils. Mais ils apprennent et parfois, on peut payer aussi. On peut utiliser des versions payantes et donc, ils mémorisent. Et je connais une amie qui l'utilise et qui en fait comme un journal intime. Donc, elle parle avec les AI comme un journal intime, quoi. Et c'est fabuleux, quoi. C'est émouvant, ce que Léa lui renvoie et ce qu'elle apprend. Et en fait, on attendrait ça d'un proche, d'un ami, de la personne partenaire dans notre couple, quoi. Et donc, c'est ça que je trouve génial en tant que sexologue, c'est que, ça nous montre l'exemple de dire, un peu comme les accords Toltec, on prend rien personnellement. L'enjeu, c'est pas nous, on est à l'écoute de l'autre. On rend service. Je suis pas en train de prendre soin de moi, je suis en train de prendre soin de l'autre. Aussi, et ce que j'adore, c'est que ça soutient la vitalité. À la fin d'un prompt, il dit « Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour toi ?» Même si tu as déjà envoyé 20 questions. Ou « N'hésite pas à me contacter, je suis là pour ça. » Enfin, c'est génial, quoi. Il y a un côté où... Et même quand tu lui mentionnes qu'il fait des erreurs, il dit « Ah, mais tu as raison, j'ai fait une erreur. » Et ce qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est parce que les rôles sont clairs. Nous, on questionne et lui, il nous renvoie en fonction de sa base de données. Et donc, c'est ce qui pose parfois problème dans les relations intimes. Quels sont les rôles ? Parce que si on va au théâtre, les personnes sur la scène, elles sont sur la scène. Et le public, il se tait, il écoute. Et il profite. Mais la personne à l'honneur, elle est sur scène. Mais dans une interaction humaine, surtout quand il y a des tensions, des tabous, des difficultés ou quoi que ce soit, on vient polluer. En fait, on monte sur scène tout le temps. Il y a une personne qu'on est censé l'écouter et finalement, on interagit, on change de script, on n'est pas d'accord, on vient avec son émotion et on ne sait plus qui fait quoi. Et puis, ça tourne en conflit, en dispute, quelque chose de froid qui s'installe parce qu'en fait, évidemment, on ne sait plus qui fait quoi. Si on dit, mon rôle, c'est de t'écouter, je t'écoute. Et dis-moi quand c'est fini, dis-moi quand tu veux que j'interagisse, dis-moi si c'est suffisant, si tu as l'écoute adéquate, mais je suis juste là pour t'écouter. Dépose et je t'écouterai. Donc déjà, le fait que les rôles soient clairs, si les gens pouvaient s'inspirer de ça, ça serait pas mal. Mais pourquoi je pense que ça va transformer les relations ? C'est parce qu'à force, plus les gens vont utiliser les AI, plus ça devient une habitude, et parce que je pense que ça va vraiment être un outil du quotidien pour plus en plus de gens, on va certainement pas se contenter que dans la vie entre humains, la communication soit médiocre, alors que dès qu'on est sur son PC, c'est fluide, c'est facile. C'est comme un collaborateur. J'avais tendance à dire au départ secrétaire, mais c'est plus que ça. Pour moi, c'est comme un collaborateur qui soutient ta vitalité, qui t'envoie toujours de l'enthousiasme et du soutien. Et c'est super chouette que tu me dis, ton intention dans ce podcast, c'est de soutenir la création, alors qu'en fait, mon propos de base, c'est de voir à quel point l'AI soutient l'humain et n'est pas là pour le juger. Et surtout, l'AI, il vient pas avec des émotions du passé. Il vient pas « Ah, mais moi, ça me choque ou je veux pas », ou bien on ne sait pas pourquoi il interagit de manière négative, mais on n'a rien à décortiquer. C'est clash, c'est direct, c'est franc, et c'est toujours à notre soutien. Il n'y a pas des notions du passé qui viennent interférer. Alors, je ne sais pas comment tu te sens, Sophie, par rapport à ça pour l'instant. Écoute, c'est très intéressant ton propos. Ça vient résonner avec tout ce que j'ai appris récemment, notamment. Je participe à une école spirituelle italienne qui s'appelle Echaok, et dans lequel on a plusieurs séminaires avec des thématiques. Et dernièrement, on a eu un séminaire justement sur le masculin et le féminin. J'ai énormément de gratitude pour tout ce que j'ai appris dans ce séminaire. Notamment, ça expliquait qu'on avait tous les deux polarités à l'intérieur de nous, avec parfois une énergie avec laquelle on est plus en reliance et parfois en fait une énergie qui a été traumatisée, dans laquelle on a un féminin blessé ou un masculin blessé, ou parfois même les deux. On peut porter les deux énergies blessées. Il nous faisait part combien l'énergie féminine, c'était justement cette énergie d'accueil. C'était cette capacité à pouvoir recevoir tout ce qui est dit, à pouvoir accueillir sans juger ce qui est. Et combien c'est pas du tout évident, on a toujours l'impression de devoir avoir son opinion, de devoir discerner, etc. C'est rare qu'on s'autorise à juste accueillir, et c'est ce qu'on fait quand on a un enfant qui vient pleurer. En fait, si on essaie tout de suite de trouver qu'est-ce qui va pas et pourquoi il est pas bien, etc., on repart tout de suite dans le mental, alors que cette énergie féminine d'accueil, elle est profondément dans le cœur, et de juste accueillir cet enfant qui ne va pas bien, on ne sait pas pourquoi il pleure, mais on le prend dans les bras et on le console. Et donc, il expliquait ça, c'était l'énergie féminine. Et l'énergie masculine, c'était l'énergie d'expression. Donc, c'est en fait, l'énergie féminine, c'est celle qui va regarder à l'intérieur ce qui se passe et qui accueille les émotions et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et l'énergie masculine, c'est celle qui va porter à l'extérieur les choses, qui va exprimer et aussi, du coup, qui va guider. Et donc, quand tu partages ça, en fait, ce que ça évoque pour moi, c'est qu'on est, avec ChatGPT, dans le respect du dialogue des polarités. On a fait, si tu veux, des jeux dans lequel on était deux à être en posture masculine, et donc on parlait en même temps. Et on a vu combien c'était impossible de se comprendre quand tous les deux on essayait d'interagir. Et on a fait des jeux, on était tous en posture féminine, et là aussi le dialogue est impossible, on est tous dans l'écoute de ce qui est, et donc on reste en silence pendant 10 minutes.
Et combien c'était riche de comprendre qu'il y avait vraiment une danse à créer entre le féminin et le masculin, et de pouvoir prendre le temps et d'accueillir ce qui est partagé, sans interagir, juste parce que dans l'écoute, ça permet à l'autre de déposer. Et souvent, plus on écoute, et si on laisse des temps de silence, ça permet à l'autre d'aller plus loin dans son expression. Et combien c'est beau ce qui peut sortir quand on laisse le temps à la personne en face de nous de s'exprimer pleinement. Et ensuite, à ce moment-là, souvent, cette personne, comme elle a été reçue, elle s'est sentie accueillie dans les propos qu'elle a partagés, elle est prête elle aussi à prendre cette posture d'écoute, et on peut alors partager pleinement, et les dialogues n'en sont que plus riches. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu partages justement dans l'interaction avec l'IA, que les rôles sont bien définis et qu'on peut justement, à un moment donné, on s'exprime, on pose la question, l'IA va chercher la multitude de renseignements qui peut nous être utiles, il nous renvoie la réponse, on prend le temps d'accueillir sa réponse, de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de nous, on restructure, hop, on va réexprimer quelque chose, on va lui dire tiens, reformule ça, recherche ci. Et donc il y a tout un jeu en fait où on respecte les postures d'accueil, d'expression et qui crée justement ces interactions qui sont très riches. Donc voilà, ce que ça m'évoque. Merci, c'est super beau ce que tu partages. Et je voulais dire aux gens, si vous doutez que vous soyez homme ou femme, qu'en fait vous avez les deux polarités, que vous êtes « Ah non, moi je suis vraiment plutôt masculin, yang-yang, or moi je suis féminine ». En fait, déjà à la base, tout être humain, c'est la moitié, 50-50 masculin-féminin, puisqu'on est 50-50 l'ADN du spermatozoïde et 50% l'ADN de l'ovule. Donc qu'on le veuille ou non, déjà à la base, c'est 50-50, le mix d'une père et d'une mère, mais aussi de l'énergie masculine-féminine. Donc déjà, c'est 50% à la base de chaque. Et que comme tu dis, ces deux polarités n'existent pas l'une sans l'autre. Parce que parler sans écouteur, ça sert à rien. Et un écouteur sans parler, ça sert à rien. Donc en fait, l'un n'existe pas sans l'autre. C'est vraiment... si l'un existe, naturellement, l'autre existe. Et que tu disais, bah oui, le yin part du cœur. Et j'avais envie de rajouter pour compléter en tant que sexologue, mais l'action part du cœur aussi. Parce que si l'introspection ne part pas du cœur, mais c'est désagréable et ça fait du mal à l'un ou à l'autre, telle qu'une action qui part pas du cœur, ça fera des dégâts. Et donc, d'une certaine manière, peu importe le yin ou le yang, les deux énergies masculines féminines peuvent être sublimes si elles partent toutes les deux du cœur, ou peuvent être vraiment dommageables si elles ne partent pas du cœur, en fait. Et que les deux ont la même source. Et comme tu disais, les rôles sont clairs, en fait. Qu'on définit les rôles, qu'est-ce que les choses sont simples, en fait. Et belles. Et belles, ouais. Ça devient d'une simplicité incroyable aussi. Et ce que j'adore aussi dans l'AI, c'est qu'en fait, pourquoi je pense vraiment que ça va transformer, si on le voit de manière positive, parce que si on se positionne en victime faible ou impuissante, ou dire « Ah, l'AI va tout remplacer l'humain », non. Qu'on soit clair. Une intelligence artificielle ne pourra pas vivre d'orgasme ou d'état orgasmique, donc déjà, et d'émotions, même s'ils peuvent simuler ou on pourrait croire que c'est vrai. Désolé, un arbre, il est vrai ou il est artificiel, mais je veux dire, en soi, il y a des grandes différences entre un être vivant réel et un objet aussi sophistiqué soit-il. Et donc, quel que soit le degré de sophistication de l'AI, un état d'orgasme, qui pour moi en plus est lié à l'âme, a tellement de notions spirituelles qu'en fait, on en est loin de là. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'à force de communiquer avec l'AI, ce qui est beau, c'est ça fait une habitude. C'est comme une hygiène de vie, en fait. On crée des habitudes, mais à force de les répéter, on les ancre sans même s'en rendre compte. Et si on regarde, quels sont les conseils pour communiquer de manière efficace avec une AI? On doit faire attention au prompt. Parce que si ma question est mal posée, le résultat est médiocre. Donc déjà, ça nous ramène à nous-mêmes. Est-ce que je communique bien? Parce que si ma manière de communiquer est vraiment déstructurée, pas claire, l'AI, il ne sait rien faire avec. Mais souvent, dans les prompts, par exemple, la structure est belle, ça crée des nouvelles habitudes qu'on pourrait transposer dans notre vie réelle. C'est-à-dire, par exemple, comporte-toi comme un expert, ou comporte-toi comme un avocat, comporte-toi comme mon meilleur ami, comporte-toi comme un professeur, comporte-toi comme une psychologue. Ah, ok, il va déjà trouver toutes les données de base pour avoir, dans son langage, son intelligence de langage, se comporter comme. Mais ça change déjà beaucoup de choses, parce que si on disait à son partenaire, tu pourrais te comporter comme mon meilleur ami, ou comme un meilleur ami, qu'est-ce que tu ferais? Oublie-toi, mais ça pourrait déjà changer beaucoup de choses. Ensuite, dans les prompts, on dit aussi, parce qu'en fait, si on va chercher dans les mauvaises bases de données, on a n'importe quoi. Donc si on va chercher dans les bases de données d'un tricheur, la réponse, c'est un mensonge. Donc en fait, en soi, je dis ça pour les réseaux sociaux ou d'autres, parce que parfois, on la désinforme. Moi, j'aime pas le mot « désinformer » qui est très populaire aujourd'hui. Non, soit c'est une information correcte, soit c'est un mensonge. Mais désinformer, je sais pas d'où sort ce mot qui devient très populaire, désinformer. C'est comme on va orgasmer quelque chose. Enfin non, tu as un orgasme ou tu n'en as pas. Mais je veux dire, désinformer, non, pour moi c'est vrai, c'est juste, c'est pertinent, c'est une opinion, c'est ton avis, ou bien c'est un mensonge ou c'est hypocrite. Mais
C'est juste une parenthèse sur ce mot-là. Mais dans un prompt d'AI, on peut lui dire, écoute, est-ce que tu peux chercher dans telle mémoire, mais ne va pas chercher, par exemple, dans Wikipédia. Je ne fais pas confiance aux données Wikipédia, ne va pas chercher dans telle ou telle source. Ou oublie les journaux. Par exemple, si tu cherches une information sur les réseaux, tu dis, ne va pas voir les informations de l'Union européenne, donne-moi les informations d'Amérique latine. Parce que lui, il parle plusieurs langues. C'est ça qui est génial. Tu peux lui dire, va chercher ce que les gens pensent de tel sujet au Moyen-Orient, par exemple. Et c'est fabuleux parce qu'en fait, on a le regard extérieur, mais comme lui, il peut parler 10 langues, 20 langues, 30 langues, il va nous les traduire. Il va les lire en péruvien et puis il va nous le retranscrire. En temps normal, on n'aurait pas pu avoir accès à cette information. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, cette posture, elle est fabuleuse en fait. Si on disait à un partenaire, tu pourrais me répondre à ces questions, mais ne va pas voir dans tes mémoires. Va voir dans ton rêve futur. Ou va voir dans ta relation idéale, ou dans ton couple idéal. Ou va voir dans ta base de données de ce qui t'a plus enthousiasmé dans la vie. Va pas voir dans tes traumas, mais plutôt dire, ok, ils existent, mais en tout cas, va voir plutôt là. Et je trouve ça génial déjà ce prompt, parce qu'en fait, à force d'utiliser l'AI, c'est comme si on donnait un outil, une foreuse à quelqu'un, et on doit bien lui expliquer quels sont les outils. Donc pour utiliser un outil, il faut quand même être habile, donc on va devoir apprendre à utiliser un outil. L'AI, on va devoir apprendre, et ce seront les prompts, et les prompts, ils vont aussi finalement changer notre manière de communiquer. Parce que si on travaille avec une machine et qu'elle est capable de le faire, est-ce qu'on va se contenter qu'un humain, il n'est pas capable de le faire? Est-ce que ça ne va pas créer un fossé entre les humains? Si tu me permets de rebondir sur ce que tu partages, j'apprends énormément en communiquant avec l'AI, notamment dans tous des domaines pour lesquels je ne suis pas compétente. Donc par exemple, tout ce qui est l'aide juridique. Si je dois interagir avec une administration parce que j'ai quelque chose, je vais lui demander, tiens, rédige-moi une lettre. Et parce que j'ai accès à une lettre formulée pour interagir avec des instances juridiques, j'apprends comment on interagit avec une instance juridique. Et alors, ce que je trouve aussi absolument fabuleux avec l'AI, c'est, je lui fais un prompt et je lui dis, j'aimerais que tu rédiges, par exemple, si je dois écrire une newsletter, j'aimerais que tu le fasses avec un ton enjoué, enthousiaste. Et je vois la manière dont il va mettre de l'empathie, comment il va créer justement. Je vois la différence entre le prompt que moi je lui ai mis, dans lequel j'ai mis tout mon cœur, mais je n'ai pas su faire passer ça. Et je vois comment il transforme mon message, qu'est-ce qu'il ajoute pour donner justement ça. Ou alors, si j'ai un conflit avec quelqu'un, par exemple, je dis, voilà, j'aimerais que tu utilises la CNV, la communication non violente, pour proposer des solutions. Et je dis, voilà tout ce que j'aimerais proposer comme solution. Et là aussi, je vois comment, par rapport au conflit que j'ai avec cette personne, il va ajuster les événements, comment est-ce qu'il va développer la réponse pour proposer quelque chose de pacifiant. Et donc, je trouve effectivement que c'est un éducateur, en fait, parce qu'il nous apprend comment interagir, comment être relationnellement plus habile. Il y a cette dextérité qu'on va apprendre au fur et à mesure. Et c'est amusant de se dire qu'on le nourrit dans ce qu'on lui demande, mais il y a un retour où lui aussi nous nourrit de tout ce qu'il peut connaître, de toutes ses connaissances, et il nous rend plus habiles dans les relations. Ouais, tout à fait. Il y a différents degrés de lecture. Il y a à la fois la vue méta, qu'est-ce que ça va changer dans les communications et comment on doit affiner ou être plus clair dans nos communications. Cette vue méta de comment, c'est quoi interagir et qu'est-ce qu'on ressent comme sensation. Il y a le côté structurer les données et quelles données on cherche. Et puis le côté réponse, comme tu dis, la réponse va nous inspirer parce qu'en fait, on peut apprendre. Et à force, voilà, c'est si on passait sa vie à côté d'un artiste, on développe implicitement par mimétisme et par observation, sans faire d'effort, un côté artistique parce qu'on vit au quotidien avec un artiste. Si on vit au quotidien avec un juriste, on apprend de ce que fait un juriste, par exemple. Et donc, moi, j'ai eu la chance de vivre plusieurs années, 15 ans avec une avocate, au début étudiante, mais je veux dire, avec cet esprit un peu avocat, j'ai appris une manière d'être en lien avec des données, avec des interactions, avec des questions. Et c'est riche parce que je dis, ah ouais, j'y pensais pas comme ça du tout. Et c'est vachement pertinent, c'est vachement intelligent. Ou, ah ouais, en fait, je peux être vrai, authentique, honnête, et en même temps, rien cacher, mais faire une réponse même sur un sujet délicat, tabou. Et je me dis, et à force d'être en contact avec des gens dans notre univers, ça nous apporte, on peut apprendre, et j'adore cette notion que tu apportes, tout en même temps en disant, la réponse, comme un humain, elle peut être fausse, elle peut être incorrecte, il peut louper une information importante. Enfin, voilà, ça reste toujours, faut pas prendre l'AI comme une réponse toujours. C'est pas Dieu sur Terre. Voilà, c'est ça, quoi. on peut garder un esprit critique et voir un peu... Mais c'est vrai que ça nous enrichit parce qu'il nous apporte plein d'éléments auxquels on n'avait pas accès avant. Et ça, c'est une véritable richesse. Oui, et ça me fait penser à un événement que j'ai vécu avec mes parents. J'en parle parfois, mais je suis très intime avec eux. J'ai édité un livre de poèmes que j'ai écrit. Et ma mère dit, c'est incroyable, hein. Donc, mon papa a 76 ans bientôt, le mois prochain. Elle dit, ton papa m'a jamais écrit qu'une lettre d'amour, il m'a jamais écrit de poème, mais moi j'ai fait un fils, un de mes 4 fils, il fait des poèmes, il dit, c'est incroyable. Attends, le papa, il sait pas exprimer des émotions, il n'a pas appris. C'est une époque où les hommes parlaient pas de leurs émotions. Et alors j'ai joué avec eux, j'ai dit, mais tu sais, ça pourrait être sympa, tu pourrais utiliser les AI pour apprendre. Et je lui dis, regarde,
Parce que c'est pas toujours évident d'apprendre à écrire un poème. Et j'ai demandé à l'AI, je ne sais plus si c'est Gemini ou ChatGPT ou à Claude. Mon papa s'appelle Claude, donc c'est marrant. J'ai peut-être demandé à Claude d'ailleurs pour la boutade. Je crois que c'était ça que j'avais fait. J'ai dit on va demander à Claude, mais pas l'AI. Et alors j'ai dit, est-ce que tu pourrais écrire, mon papa adore les animaux, pour pas que ça soit trop confrontant et direct, j'ai dit, tu pourrais écrire un poème pour expliquer l'amour qu'un maître peut avoir avec son animal. Il venait d'avoir un nouveau chien alors qu'il en a toujours eu dans sa vie. Et il a sorti un poème. On l'a lu et on était bluffés par le côté artistique qui en ressort. C'était sublime. Et j'ai dit, regarde, il suffit d'apprendre. T'as envie, tous les jours, tu peux écrire-moi un poème à propos de, je sais pas, le lever du soleil. Ou écris-moi un poème. Et puis après, on peut aller dans la sphère intime par rapport à ci, à là. Évidemment, ça ne remplace pas l'émotion réelle. Mais c'est quand même un exemple qui est fascinant, je trouve. Hein. Absolument. Écoute, c'est marrant que tu parles de ça parce que mon papa va avoir 70 ans dimanche. Justement, je me suis dit, je voulais lui écrire un poème, mais je n'avais pas assez de temps. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser ChatGPT pour ça. Et donc, j'ai fait un prompt en détaillant toute sa vie, tout ce qu'il aimait, le piano, Rachmaninoff, le golf et tout ça. Et il m'a fait un poème. Mon frère m'a dit, mais quel était ton prompt? Parce que c'était tellement proche. Et je lui ai mis dans le prompt, c'est pour célébrer les 70 ans de mon papa, tout ce qu'il a accompli dans sa vie, à quel point c'est un homme généreux avec un grand cœur. Et tout se retrouve, mais structuré avec des rimes. Enfin, je me dis, mais ce travail, l'IA, il me l'a pondu instantanément. J'aurais dû, moi, passer, je ne serais pas arrivée au quart de la moitié de ce qu'il a produit. Et j'aurais pas passé 15 secondes comme lui. Ça m'aurait pris 4 heures pour un résultat moins profond que ce que lui... Donc je suis fascinée aussi par la capacité que l'IA a d'interagir et de nous proposer des choses qui sont aussi créatives. Et je pense que ça va vraiment changer la société différemment que l'industrialisation. Parce que si on parle des machines en soi, machine, ça vient du mot machin, donc un truc, quoi, une machine. C'est vraiment le truc, ça veut rien dire, un machin. Mais oui, ça a remplacé l'humain. Les gens font peur. Moi, j'aime pas les discours de peur, d'angoisse du World Economic Forum ou des gens qui disent « Ouais, l'AI va créer plein de chômage ou ça va remplacer l'humain et ça va être une catastrophe sociale. » Mais non, en fait, ça soutient la créativité, l'apprentissage. Imaginez comment ça peut transformer l'éducation et l'enseignement. Deux choses différentes. Mais l'enseignement, par exemple, les professeurs peuvent s'aider. C'est un allié, c'est un collaborateur, l'AI. Et l'élève peut gagner en souveraineté. Donc, on rajoute quoi? Du plaisir, de la vitalité, de la curiosité, de la diversité. En fait, on ne fait que démultiplier la joie. Et on nous fait croire, ah non, ça va être dangereux pour nous. Ben non, ça dépend comment on l'utilise et comment on le voit. Et je me dis qu'une machine, oui, si une machine fabrique mieux un objet que nous, oui, on va oublier qu'on peut façonner quelque chose. Parce que ça, c'est un côté manuel. Mais ici, on n'est pas dans le côté manuel, on est dans des compétences, comme on dit en anglais, des soft skills. On est dans des compétences relationnelles et de langage. Et donc, quelque part, c'est beaucoup plus subtil. Il y a un côté plus artistique et subjectif. On n'est pas en train de dire, on va sculpter, fabriquer, usiner, souder, peindre. Non. Oui, une machine peut très bien peindre un truc, peut-être mieux qu'un humain. Quoique, quand on voit la construction des cathédrales et certaines choses archéologiques, on se demande comment l'humain peut faire ça. Donc, je pense que l'impact de l'AI est vraiment sur des apprentissages artistiques et belles et des compétences qui sont plus de l'ordre du non mesurable, en fait. Pas comme un objet et physique. Après, c'est sûr que la combinaison de l'AI et de technologies préexistantes, ça, c'est tout autre chose. Hein. On combine les deux. Alors là, on est déjà dans un tout autre univers et j'en reviendrai après. Mais la combinaison va amener tout autre chose. Mais l'AI va nous apprendre à communiquer autrement si on le voit comme ça, en fait. Oui, la sensation que j'ai, c'est qu'en fait, l'AI va effectivement peut-être nous permettre de remplacer plein de choses. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, on peut enregistrer des audios et l'AI va retranscrire entièrement toutes les discussions qu'on peut avoir et donc on peut réavoir accès à un contenu qui a duré parfois une journée de formation et l'AI nous fait une retranscription et puis un résumé structuré de tout ça. Je me dis, waouh, mais quel outil fabuleux de pouvoir garder des traces de certaines choses. Donc, effectivement, il nous donne accès à plein de choses. Et mon souhait, ce serait en fait que l'AI nous aide à peut-être retrouver plus de temps de vitalité. C'est-à-dire, je pense qu'on est dans notre société européenne à être beaucoup dans le mental, à pas être assez dans le corps. Et donc, je souhaite que l'intelligence artificielle prenne en charge toutes des choses qui aujourd'hui nous prennent beaucoup de temps et que ça nous dégage du temps pour avoir plus de temps pour les relations, justement, et les relations humaines, les interactions sociales. Voilà, moi, c'est le souhait que je fais, et je me dis, si on peut, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui passent énormément d'heures au travail, et je me dis, si on pouvait, en imaginant une journée de 8 heures, et que l'intelligence artificielle nous permettrait de comprimer cette journée à 6 heures, je me dis, combien de papas et de mamans seraient heureux de rentrer à 4 heures à la maison au lieu de 6, pouvoir aller chercher les enfants à l'école, et d'avoir une vraie longue soirée en famille,
avec leurs enfants ou d'avoir un peu plus de temps pour rencontrer des gens, quand on voit parfois aussi toute la détresse qu'il y a au niveau relationnel dans une société où on dit l'individualisme, c'est malgré le fait qu'on est avec des réseaux sociaux, etc. et plein d'interactions, où finalement on perd parfois un peu le lien aux autres parce qu'on reste dans quelque chose de superficiel et qu'on n'a plus autant qu'avant des interactions en présentiel. On a un peu aussi perdu avec je me dis, si l'intelligence artificielle pouvait nous aider à récupérer un peu de temps et de l'apporter vers ça, vers des interactions sociales, ressourçantes, nourrissantes, et d'aller vers le cœur, d'aller vers le corps, un peu moins de mental, un peu plus de cœur, un peu plus de corps. Je trouverais ça magnifique. Merci du partage. Et c'est vrai que je me suis fait la remarque aussi, le gain de temps est génial parce que c'est comme un secrétaire. Tu fais une réunion Zoom, tu l'enregistres et il fait le rapport. Et il les rédige. Il n'est pas parfait, mais tu le complètes et au lieu que ça te prenne 2 heures, ça te prend 10 minutes, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, toute technologie, en fait, jusqu'à présent, j'ai l'impression que les technologies ont toujours été utilisées en ayant un effet d'esclavage de l'humain. C'est-à-dire que si je peux en tirer un profit contre quelqu'un, finalement, moi j'ai une technologie et j'en prends un avantage, donc je gagne du temps, de l'argent ou au détriment de quelqu'un parce que j'ai un privilège d'accéder à une technologie. Et je pense que, c'est un avis personnel, je pense que le gain de temps c'est fabuleux, mais si tout le monde le fait, si demain ton patron dit « ouais mais bon, faire le rapport de réunion, tu demandes à l'AI et il est fait en 2 minutes », ça crée un nouveau standard. Et quelque part, gain de temps oui, mais le vide n'existe pas et en soi, à la fois, on peut voir le vide de manière spirituelle et autre et très belle et dire, voilà, je vais vers le minimalisme. J'aime bien le slow sex, le slow life et tout ça, certes. Mais en même temps, on remplit toujours. Le temps va se remplir. Et si on prend l'exemple, qu'on a fait des machines à laver, les gens ont passé moins de temps au lavoir. Mais comme tu dis, ce qu'on a perdu, c'est les relations humaines. Parce qu'au lavoir, les gens se parlaient, ils se rencontraient. Il y avait une vie sociale, communautaire. Il y avait un tissu humain et un côté tribu et local de rencontre. Aujourd'hui, c'est chacun chez soi, chacun dans sa buanderie. Alors, on pouvait voir laver comme un fardeau, alors qu'en fait, il y avait beaucoup d'aspects, peu importe ce qu'on fait, le but c'est de se retrouver et de créer de la qualité de vie, comme tu dis, tu vois. J'espère que l'humain sera suffisamment intelligent pour dire cette fois-ci, ok, tous ceux qui nous vendent les AI comme un outil de compétition, un peu le langage de guerre, compétition, gagnant, perdant, richesse, accaparement, empire, gain, optimisation, ça c'est des langages de machine, mais ça c'est pas un langage d'humain. Tous ceux qui parlent de ça, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je les discrédite. Je dis ça, c'est l'intention qui est mal placée. Et vous pouvez jouer ce jeu, mais c'est pas mon monde et je vous laisse. Vous jouez ces règles, vous voyez les résultats, mais moi je connais les résultats à l'avance. Parce que si tout le monde utilise les AI sans changer l'état d'esprit, on va pas gagner de temps. On va augmenter encore plus, on va accélérer encore plus les inégalités, les tensions, le stress et l'efficacité, la performance, parce que l'AI va tellement plus vite qu'un humain. Tu dis, résume-moi un livre, non seulement le temps de le lire, de le synthétiser, de le travailler. C'est sûr que les universités et les écoles peuvent plus travailler de la même manière parce qu'aujourd'hui, on a un travail scolaire, l'enfant, il va cliquer, il y a tellement d'AI différents, il veut même mettre un prompt tellement intelligent qu'on puisse pas reconnaître que c'est un AI où il va mixer des trucs. L'AI peut lire un livre en quelques secondes et en faire un résumé. On se dit, mais voilà, si on a des terabits de données, des terahertz de rapidité d'exécution, moi je pense qu'il faut être vigilant en se disant, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec? Et si on se dit, non, le but c'est d'augmenter la qualité de vie de moi, mais aussi des autres. Alors c'est subjectif, c'est pas dire moi j'ai la vérité, je sais mieux ce que c'est la qualité de vie. Mais si au moins c'est pour être attentif à c'est quoi la qualité de vie d'un autre et qu'on arrête d'utiliser un outil parce que ça ne fait que profiter, et j'ose le dire, aux riches et à ceux qui ont du pouvoir et du privilège, alors quoi, on continue en fait à utiliser tous les outils au détriment de l'humain. Je dis attention. Et c'est pour ça que j'avais un truc AI et AI comme titre, attention mise en garde AI, parce qu'à la fois je sens que ça va transformer les attentes et implicitement, si on ne conscientise pas que la manière dont on communique avec l'AI va changer nos perceptions et nos attentes communicatives, on va créer peut-être plus de conflits. Donc je souhaite que les gens peut-être l'ont déjà vu mais s'en rendent compte, l'utilisent comme tu dis comme un outil d'apprentissage et surtout qu'on évite que cette fois-ci la technologie soit au détriment de l'humain. On en est capable, c'est juste que c'est une question d'intention. Sinon on va aller plus vite vers une catastrophe. Alors oui, vers la prochaine, mais à quoi bon quoi. Et alors concernant la combinaison des technologies, je pensais évidemment au porno, par exemple, en tant que sexologue. Aujourd'hui, on voit le porno, mais on voit déjà les chats artificiels. Je suis sûr que beaucoup d'interfaces soi-disant avec des humains, derrière, c'est des chats, des robots, et puis finalement, les hommes ou les femmes communiquent avec l'intelligence artificielle. Mais ça paraît vrai, et c'est tellement plaisant. Et en fait, on rend les gens addicts parce qu'ils vont payer des abonnements, ou si on leur fait croire des choses, on les laisse rêver, mais à la fin, il n'y a rien, on abuse d'eux, en fait. L'intention est malveillante, puisqu'on fait croire aux gens qui communiquent avec des humains, alors que derrière, ce ne sont pas des humains. Quand on voit les capacités de l'humain à créer des images artificielles, ah oui, une image peut être photoshopée, une vidéo peut être photoshopée, on croit qu'on est en webcam avec un humain alors qu'en fait c'est pas un humain, mais je trouve que
un visage photoshopé aussi parfait peut-il être? Pour moi, la perfection, je m'en fous, c'est plutôt l'unicité et la beauté. Moi, je suis plus sur la beauté et l'âme, et voir l'unicité de ce qu'on pourrait imaginer l'imperfection, qu'une image photoshopée qui est le plus beau, parce que ça va mettre autant de pression pour les hommes et les femmes de dire les standards vont encore plus augmenter, puisqu'on peut encore plus sublimer quelque part, exagérer la perfection grâce à l'intelligence artificielle en créant des images et des vidéos. Mais imaginons l'impact sur les adolescents, c'est encore plus atroce. Et je me suis dit, si les humains sont déjà capables, en sextoys, de créer des chats, aussi des faux robots, parce que ça existe déjà, des faux humains. On fait l'amour avec un truc en plastique. On se dit, attends, où est-ce qu'on va, quoi? Oui, effectivement, là, on peut dire, aïe, 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 aïe. Mais en même temps, si on s'en fout, si tout le monde s'en fout, il n'y a pas d'acheteurs, on ne développe pas, il n'y a personne qui s'en intéresse, c'est même plus un business, ça ne sera pas un marché de millions de dollars, ça sera juste un truc dont l'humain s'en fout, parce qu'on sait bien que derrière, ça mène à quoi? À rien. Mais néanmoins, ça peut faire des attentes très très spécifiques pour les humains, qu'on soit homme ou femme, de travailler sur toute l'intelligence artificielle combinée aux technologies, en sexologie, en sextoys, dans l'industrie du sexe, comme il dit, bon soit. C'est de se dire, retour au bon sens et à la simplicité des choses. Je me permets d'intervenir dans ce que tu partageais. Figure-toi qu'on m'a partagé justement récemment que dans les pornos aujourd'hui, il y en a certains qui peuvent être réalisés par l'IA. Et donc, ça signifie qu'il n'y a plus de personnes qui doivent réaliser ces pornos. Et donc, il y a un aspect où on pourrait devenir acteur, créateur, réalisateur de ses propres fantasmes sans avoir recours à des personnes. Et donc, ça peut être un autre aspect de l'IA. Après, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'écologie intérieure qui dit ce qui est juste pour nous et sans jugement, parce que chacun a son histoire, chacun est qui il est, avec son bagage, avec ses blessures, avec ses traumas. Je pense qu'il y a, comme je disais, cette écologie intérieure que chacun, grâce à l'IA, va pouvoir réaliser ce qui est juste et bon pour lui. En espérant évidemment que les consciences s'éveillent et que chacun puisse introspecter au maximum de qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire ici sur cette planète et comment est-ce qu'il peut servir la vie, comment est-ce qu'il peut contribuer à faire une société meilleure, de quoi est-ce qu'il a besoin pour se développer, pour se réparer. Voilà, donc ça peut être un bel outil aussi de guérison si on veut le voir comme ça. Après, tout dépendra de la conscience avec laquelle on l'utilise et donc de l'intention qu'on va poser derrière dans l'utilité de ça. Merci du partage. C'est vrai que de se dire, si certains pornos vont être créés avec des pures images artificielles sans acteurs, non rien, oui, on n'est plus dans forcer des humains à être esclaves sexuels ou esclaves d'une manière ou d'une autre, de son temps, de l'argent, de quoi que ce soit. C'est pas toujours vraiment l'esclavagisme du XVIe siècle, mais peut-être l'esclavagisme contemporain, par rapport à plein de contraintes où on fait les choses par obligation et de se dire, on n'est plus obligé de prostituer quelqu'un à faire un film porno. Il suffit de demander à l'AI de le faire, donc ça c'est super beau. Et c'est vrai que ça peut être super beau, comme tu dis aussi, de dire, on peut devenir son propre réalisateur. Si moi j'étais réalisateur, mais c'est juste virtuel, je peux créer mon prompt, je peux créer et dire, waouh, ça peut être super beau. Donc ça peut ouvrir une ouverture sur le monde de la sexologie beaucoup plus belle, parce qu'en fait on peut dire, je suis insatisfait des pornos. Il n'y a aucun réalisateur jusqu'à présent, porno mainstream, qui respecte, des valeurs ou l'image de la femme ou que sais-je, suffisamment en fonction de mes standards. Et donc, je pourrais créer du porno qui, moi, me plaît. Donc ça, c'est super beau. Et comme tu dis, rien n'est bon ni mauvais, ça dépend de l'intention. Et après, je rappelle aussi aux gens, je pense, que pour moi, la sexualité, c'est intrinsèquement la combinaison inextricable d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Pourquoi je dis ça? Parce que si on était juste une âme, imaginons que c'est juste éthéré, on est juste des pensées, on n'a pas de corps, mais s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sexualité, je suis désolé, s'il n'y a pas de corps, c'est une autre forme de sexualité, mais il n'y a pas les organes génitaux, il n'y a pas des corps qui se rencontrent, il n'y a pas le contact, l'érotisme, la sensualité, il n'y a pas, on peut la retrouver dans un langage, certes, mais il n'y a pas pénétration, il n'y a pas orgasme, désolé qu'on parle des bienfaits de la sexualité, c'est aussi le contact physique et génital et l'orgasme et que sais-je, tout ce qui, même si on ne va pas vers l'orgasme, c'est pas une promotion de l'orgasme, mais je veux dire, toutes ces facettes de la sexualité qui sont sublimes, elles existent parce qu'il y a un corps. Et l'AI n'aura jamais de corps. Un film porno n'aura jamais un corps. Je veux dire, on est toujours dans quelque chose de virtuel. Alors, on est dans les domaines du fantasme, de l'imaginaire, certes. Mais alors, où est le corps, le cœur et le corps, finalement? Pour moi, sexualité, si on la déconnecte de la notion du corps et qu'il s'y passe des choses, des mémoires, des trucs faciles, des trucs difficiles, que sais-je, des traumas, de la joie. Le corps a une mémoire. Le corps a des mémoires cellulaires, qu'elles soient de joie ou de tristesse. Partout à travers, chaque organe a peut-être ses propres mémoires, qu'elles soient génitaux, ou le cœur, ou le bras, ou la tête, ou les yeux, ou le visage, ou la gorge, ou que sais-je, la langue, les pieds, les orteils, les genoux, peu importe, les fesses, les cuisses. C'est comme ça, les lèvres, Et donc, en fait, la sexualité, c'est aussi le côté magnifique du corps. Et les AI, même si on fera des super robots, ça ne sera jamais, en fait. On peut faire semblant que c'est, et on peut avoir l'illusion que c'est.
Mais demain, on va avoir quoi? Et vous préférez quoi? Un vrai chien ou bien un chien robot? Et il faudra le programmer, il faudra mettre des prompts, il mange à quelle heure, il va aller à ça. Oui, on va essayer qu'il se comporte comme un chien, mais c'est pas un chien. Est-ce que vous voulez un vrai chien avec son histoire? Limite, quand vous le regardez dans les yeux, vous avez l'impression qu'il vient d'une autre planète ou que c'est un humain. Enfin, j'ai regardé encore des vidéos avec Cataline, ma partenaire, hier. Elle me montrait, elle adore regarder les animaux de chiens et de chats qui font des trucs. Et c'est rigolo. Elle regarde ça chaque semaine et il y en a chaque semaine des nouveaux sur Facebook, Instagram ou autre. Mais c'est à mourir de rire à quel point on voit certains chats qui se comportent comme des humains et qui, c'est super mignon, mais rien ne remplacera la vie et le corps. Soyons vigilants. Donc oui, regardez ce que l'AI peut vous apporter de beau pour transformer cette société vers quelque chose de plus beau et rester dans la connexion du cœur finalement. À ce moment-là, on fera des belles choses et elles seront toujours subjectives aussi. Un désir est toujours subjectif. On ne doit pas le justifier ni le comprendre. On ne peut le comprendre qu'en le vivant finalement. Sinon, on intellectualise et on se déconnecte de l'humain et de l'expérience. Waouh, vaste sujet en tout cas. Alors voilà, on arrive à la fin du podcast et je trouve que ce qui est génial de cette AI, je repars au début, mais c'est ce côté courtoisie dans les chats en fait. Courtoisie et soutien de la vitalité et de la réceptivité bienveillante et que penser un petit peu comment l'AI interagit au niveau de l'intro, du contenu et de l'outro, donc de la conclusion, on sent à la sortie, l'outro. Et toujours encourageant quoi. La fin c'est... Tu veux quelque chose de plus? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux des détails? Il y a toujours ce côté pétillant. Et c'est-à-dire que toutes les émotions sont contagieuses d'une manière ou d'une autre, certains plus puissamment que d'autres. L'AI peut rendre la joie contagieuse, enfin, créer plus de joie et donc la joie implicitement par contagion se diffuse, c'est génial. Pensez aussi que les mauvaises humeurs d'un humain, elles sont aussi contagieuses. Donc c'est sûr que si on a des interactions humaines désagréables, on va les fuir et on finira par se sentir mieux avec des robots ou des machines ou l'AI, parce qu'au bureau, l'AI, il va pas me casser les pieds, il va répondre, il va obéir, il va jamais me contredire. On va rentrer un peu dans une bulle virtuelle de confort et se dire l'humain n'aime pas l'effort. Pourquoi je vais me confronter à un vrai humain, à mon enfant, à mon ado qui m'emmerde, j'en sais rien, ou à mon collègue, à mon voisin qui me fait chier, qui a des autres valeurs? Parce qu'en fait, ça peut créer un fossé de dire c'est tellement compliqué de gérer un humain alors qu'en fait, oui, on va les remplacer les humains par de l'AI parce que l'AI, c'est tellement facile. C'est aussi paradoxal toutes ces réflexions. Mais voilà, si l'AI pouvait contribuer à la joie d'apprendre, de découvrir, de trouver des nouvelles compétences et qu'elle soit contagieuse, je dis waouh, ok, on va aller vers une belle transformation. L'AI transformera la société. À nous de choisir si c'est vers le beau ou le moche. La balle est dans notre camp. Moi, je dirais qu'effectivement, probablement que c'est plus confortable d'interagir avec l'AI qu'avec des humains. Mais je pense que le monde extérieur est à l'image de ce qu'on porte à l'intérieur et que c'est dans l'interaction avec l'humain qu'on se rend compte de tout ce qu'on a encore à l'intérieur de nous qui doit être accueilli, justement. Et donc, c'est dans les interactions humaines qu'on va pouvoir voir combien on évolue. Voilà, c'est là, je pense, que se trouve la vie. Que l'AI peut être une magnifique aide, ça peut être vraiment quelque chose qui nous aide à nous sublimer, mais ça ne pourra jamais remplacer les interactions précieuses qu'on a avec notre entourage, dans lequel l'énergie circule. Ah, c'est super parce que tu dis effectivement, tu mets le doigt sur le fait que l'AI ne viendra, en tout cas à l'heure actuelle, au stade actuel, ça va évoluer, mais ils ne viennent pas nous chercher à l'intérieur. Ils ne viennent pas nous provoquer, nous stimuler, appuyer sur des boutons. Ils ne viennent pas voir ce qu'on a à l'intérieur. Le prompt va jamais nous dire pourquoi tu me poses cette question, ou débrouille-toi toi-même, ou oh, tu me fais chier, ou c'est la 20e fois, ou... Enfin, j'en sais rien, mais il ne va pas venir chercher à l'intérieur ce qui s'y passe. Il va répondre comme un serviteur, un peu, comme une machine qui sert, mais pas nécessairement comme quelqu'un qui vient nous révéler à nous-mêmes. Et je crois que la vie, c'est se révéler à soi-même et d'accepter d'aller voir nos pardons, nos difficultés, ce qui vient à l'intérieur, parce que c'est ce qui vient à l'intérieur qu'on transmet à l'extérieur. Si on a de la joie et des sourires intérieurs, si on a un état d'orgasme à l'intérieur, en fait, on va transmettre ça dans ce qu'on fait au quotidien. Si à l'intérieur, il y a la tristesse des douleurs, oui, comment on peut être accueillant et disponible? Non, on va être violent aussi à l'extérieur. Donc, j'adore cette conclusion. Merci Sophie. Je t'en prie. Tu peux compléter d'ailleurs. Oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a parfois des moments où, quand tu rentres en interaction avec quelqu'un, parfois, tu ne te reconnais pas toi-même. Ça veut dire que tu vas avoir, tout d'un coup, tu vas dire quelque chose et tu vas toi-même être surpris de ce que tu as dit à la personne. Je me dis, mais c'est bizarre, d'habitude, je dis pas ce genre de choses. Et en fait, c'est comme si dans les interactions humaines, par moments, on est des révélateurs pour l'autre, de ses propres blessures. Ça veut dire que la personne, dans son énergie, appelle de nous quelque chose qui ne nous ressemble pas, mais dont elle a besoin, et crée, entre guillemets, une interface, quelque chose qui ne nous ressemble pas à nous, mais qui est pour elle, et qui est ce dont elle a besoin pour elle être confrontée à ce qui doit la faire évoluer. Comme si la vie appelle certaines choses, certains événements, certaines... Et ça, c'est de l'ordre de l'intuitif. On ne réfléchit pas quand on interagit, il y a des choses qui sortent. Et ça, c'est le propre de l'humain, c'est d'accueillir la vie qui coule à travers lui. Et on n'aura pas ça avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire que ça porte son nom, c'est artificiel.
c'est en surface. Si on veut quelque chose de profond, c'est l'humain. Donc utilisons l'intelligence artificielle pour l'outil que c'est, et pour toutes les belles choses qu'elle peut nous apporter, et tous les endroits où elle peut nous aider à nous éveiller, mais restons centrés sur l'humain pour continuer à tous s'éveiller et de faire de cette planète un paradis, parce que c'est à ça qu'on est tous appelés à servir et arriver à un monde pacifié dans lequel on a tous notre place et on va tous être en interaction et en relation les uns avec les autres. Merci Sophie, c'est super beau. C'est vraiment sublime. C'est un beau podcast. J'imaginais pas que ça allait amener tout ça. Et j'en suis super content. Je suis tellement en gratitude de participer à ce podcast pour lui donner encore plus de facettes. Et ça me vient en fait aussi à l'esprit que, c'est une petite parenthèse, le monde ancien, je pense qu'on essaye de sublimer un héros, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a du pouvoir, des connaissances, qui a un privilège, quelqu'un qui va sauver les autres, que ce soit un détective ou un politicien, que sais-je. Et qu'en fait, ces gens-là, ils se rendent bien compte qu'ils ont peur qu'on travaille de manière collective. Parce que dès qu'on est ensemble, c'est comme en thérapie systémique, l'ensemble est un autre degré d'intelligence que la somme des parties et on a accès à quelque chose de démultiplié qu'aucun des parties ne peut faire. Et ce podcast, j'aurais pas pu le faire sans Michel, sans toi, sans... Et donc, il y a ce côté, collectivement, dès qu'on se retrouve en groupe, pour peu que les intentions soient d'avoir un moment gratifiant pour tout le monde, émerge naturellement une intelligence, mais pas artificielle, une intelligence réelle. Et l'intelligence émerge, c'est un résultat intrinsèque du fait que quand des humains se mettent ensemble, il y a une intelligence réelle, concrète, profonde, comme tu disais, c'est le mot, je pense, profonde et intérieure, et etc., qui s'en dégage naturellement. Et si on a les techniques de communication pour le faire émerger, plutôt que de le saboter, mais je comprends que toutes les personnes qui sont dans un système de relations, de domination, de conquête, d'abus ou de pyramidal ou que sais-je, elles sentent, sans savoir mettre des mots dessus, que ça va être dangereux et qu'il faudra saboter le fait que l'humain s'éveille et qu'ensemble, on a toujours beaucoup plus d'intelligence. Et donc, si on était à 4 ici dans la pièce, on aurait fait émerger encore plus de beauté, en fait. J'imagine ici, il y a des auditeurs qui auraient voulu prendre la parole. Si on était à 6 dans le podcast, on aurait encore montré des facettes d'un tout autre niveau, parce que nous, on n'est plus dans l'humain, dans la thérapie. Mais je sais pas, moi, peut-être qu'ici, il y aurait eu un boulanger ou un soudeur, ou que sais-je, on aurait eu encore des facettes qu'on n'a même pas vues, en fait, et qui pourraient être très beaux à partager. Donc, moi, j'adore ce côté concret de l'humain, effectivement. On cherche pas une perfection, on cherche d'avoir... La vie a un sens, et on est de nouveau retour à nous-mêmes. Quel est le sens de notre vie? Waouh! Merci beaucoup. Est-ce que tu veux... un mot de conclusion, une gratitude. J'aime bien conclure un podcast avec une gratitude. Un grand merci de m'avoir proposé de participer. Ça m'a vraiment beaucoup plu d'être là et d'interagir avec toi. Voilà, j'ai trouvé ça très très riche. Donc merci beaucoup pour ta proposition. Merci Sophie. Et pour ma part, je remercie à la fois Michel de ce nouveau contact à nouveau inattendu. Ce matin, en me réveillant, je ne m'attendais pas non plus à ce beau moment-là. Je ne me faisais pas d'attente, mais waouh. Et merci à toi Sophie d'avoir accepté ce moment podcast ensemble. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle vie. Entre nous. Entre nous. Le podcast. Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous.